Mais où avons-nous la tête? Pour cette introduction et cette invitation. Je suis dans un laboratoire qui est un laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique. Et donc, mon domaine de recherche, c'est lié aux émotions. Comment on va modéliser des émotions sur des machines, ce qu'on appelle l'affective computing, mais je fais aussi du traitement automatique du langage, le langage étant ce qui nous différencie des autres animaux. Nous avons un langage élaboré, conceptuel, abstrait, et les machines nous copient. J'expliquerai des choses autour de cela. Les stratégies du comportement et l'idée d'aller travailler avec les sciences du comportement, c'est aussi l'idée que j'ai eue dans la chaire que j'ai montée qui s'appelle Human Machine Affective Interaction and Ethics, et qui regroupe en fait des chercheurs linguistes, informaticiens, mais également économistes du comportement. Et nous travaillons à Saclay sur ces sujets en essayant de faire une espèce de laboratoire scientifique interdisciplinaire, donc pour étudier ces machines qui nous parlent, avec lesquelles on converse, qui vont pouvoir détecter nos comportements émotionnels, par exemple, et les regarder non pas comme des objets, mais comme des acteurs, comme une nouvelle classe d'agents qui peut avoir des comportements particuliers et une éthologie qui nous intéresse. Le LIMSI, c'était le laboratoire dans lequel j'étais, donc jusqu'à janvier dernier, il s'appelait comme cela, et puis nous avons changé de nom parce que nous avons maintenant 2 laboratoires qui se sont mis ensemble, et donc environ 400 chercheurs sur l'université de Saclay. Et l'équipe que j'anime là-bas porte sur les dimensions affectives et sociales dans les interactions parlées, humain-humain, humain-machine. La voix, c'est une nouvelle interaction qui va se déployer énormément pour accéder à ces objets informatiques, que ce soit juste des programmes, ce soit donc avec votre téléphone, vous avez déjà Siri, mais aussi pour piloter des robots ou pour aller extraire de votre voix des informations. EasyRecruit, par exemple, c'est l'idée d'aller chercher dans des informations dans des dialogues que des étudiants ont avec une société pour essayer de se faire embaucher. Donc, dans le dialogue, dans les questions, ils répondent à des questions et on va extraire des informations. On va le voir à travers Alexa, Amazon, Google Home et tous ces chatbots, agents conversationnels, que là aussi, donc, on est sur la voix, et la voix, en fait, est très riche. La voix contient des informations sur qui vous êtes, où vous habitez, sous un accent, donc des informations culturelles et personnelles, et on peut aller chercher énormément d'informations dedans. L'informatique affective, comme je l'ai dit, c'est une discipline qui est née dans les années 90-97 exactement au MIT par les travaux d'une chercheuse qui s'appelle Rosalind Picard et avec laquelle on continue à discuter dans des conférences. Il se trouve que aborder ces systèmes de détection des émotions dans les nouveaux systèmes interactifs qui pourraient s'adapter à nous va changer fondamentalement la façon dont on voit ces objets. Donc ça suscite des questions critiques sur l'éthique, les objectifs, comment on déploie ces produits innovants, comment on les déploie de façon visible, parce que pour l'instant c'est très invisible. Et donc derrière, je soulève un problème qui me semble être pas assez pris en compte, qui est celui de la co-adaptation humain-machine. Nous créons des systèmes qui s'adaptent à l'humain. Comment va-t-on s'adapter à ces machines ? On s'adapte. On va s'adapter de façon insidieuse ou pas. Donc c'est normal de s'adapter un peu, mais il faut faire attention aux conséquences. Donc il y a un côté très positif et un côté à risque de dépendance, d'isolement, de trop de nudge, dont on a parlé là, qui est effectivement les stratégies que j'utilise, mais qui peuvent être du bad nudge ou quelque chose qui vous emmène avec des conséquences, et notamment pour les personnes vulnérables, les enfants ou les personnes âgées, par exemple. Plus le système de dialogue que j'embarque dans un objet, vous allez voir que, évidemment, il est important de centrer les études sur le comportement de l'humain et comprendre ce qu'on met vraiment comme capacité dans les machines, puisque plus je crée un dialogue que je mets dans un environnement différent, dans Siri ou dans un artefact comme un agent avec une figure qui est sur un écran en 2D ou 3D ou dans un objet, plus il va me sembler intelligent. Pourtant, en mettant le même système. Donc on a là un biais. La partie
enfin, les GAFA ont bien compris, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, se sont déjà emparés de ces sciences cognitives et sciences du comportement pour capturer notre attention. Facebook l'utilise d'ailleurs pour les filles particulièrement. Il y a des vrais sujets tout à fait opaques qu'il est essentiel de montrer. Ce sujet du langage va devenir un monopole des GAFAM et des BATIC, c'est-à-dire les mêmes GAFAM, je pense que tout le monde sait, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM, on pourrait rajouter, qui sont des grands géants du numérique américain, et puis la même chose en Chine, donc avec Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei et Shenzhen. Donc c'est important, Xiaomi, pardon. C'est important de comprendre en fait qu'il y a une force industrielle qui est en action avec une économie fondamentale énorme qui se développe, et de plus en plus on va avoir accès à des assistants numériques un peu partout, à être écouté un peu partout dans la voiture avec la montre qui voit comment vous mangez, comment vous vous comportez. Il y a une foultitude d'objets qui vont nous entourer. Avec quel niveau de sécurité, avec quel niveau de confidentialité, à quoi ça sert et quel est le modèle économique de ces systèmes? C'est d'acquérir de plus en plus de données pour faire des systèmes qui vont de plus en plus nous amener à consommer et à capturer donc notre intelligence et notre attention. Donc, les enjeux prioritaires que je vois, moi, c'est qu'il faut absolument travailler en parallèle sur des nouveaux modèles très performants, mais également que l'on développe toute une éthique de ces sujets. L'Europe a monté déjà avec l'idée de produire des règles juridiques. Les lois, ça prend son temps. Il y a un temps pour construire cela, et en attendant, ces systèmes sont déjà développés pour beaucoup. Il est important qu'on règle des normes et des standards qui mettent aussi du temps à être mis en place, qui devraient être adoptés par les industriels, mais il faut aussi qu'on se donne des règles éthiques, des déontologies, les façons de faire lorsqu'on conçoit ces systèmes, et plus de recherche sur le long terme, sur les objectifs de ces systèmes. Donc je parle d'éthique by design, j'évite les biais, je sais construire mes systèmes, donc ça c'est pour les ingénieurs, les concepteurs. D'éthique des usages, donc je suis les systèmes que je suis en train de faire, je les audite, je rends les choses plus transparentes, plus accessibles, et ce sont des sujets de recherche également, et une éthique de société. Vous êtes tous responsables. On est tous responsables. Je suis responsable en tant que chercheur, je suis responsable en tant que consommateur. Il est important de traiter ces IA à leur juste mesure, arrêter les fantasmes et commencer à s'engager de façon responsable sur ce que font ces systèmes. Donc je vais vous parler de ces différents sujets. Tout d'abord, je reprends une grande définition de l'IA, donc une discipline, un ensemble de théories, d'algorithmes et de logiciels qui ont l'objectif de simuler des capacités cognitives de l'homme. Percevoir, raisonner, s'adapter, faire des actions, être doué d'apprentissage. Évidemment, on apprend aussi à mieux comprendre l'intelligence humaine, et cela est fantastique. Mais on apprend aussi à mettre en œuvre des systèmes. On a toujours fait des outils. L'humain s'est toujours doté d'outils de plus en plus complexes. Donc, évidemment, il y a un côté extrêmement positif, mais soyons sûrs qu'il faut en même temps évaluer les risques de tout cela. Les intelligences, on parle de l'intelligence forte et faible, nous sommes sur l'intelligence faible, je ne vois pas comment on arriverait à une intelligence telle que l'humain. Il y a là un faux débat, on compare toujours ces systèmes à des humains, or lorsque je collecte des milliards de données venant de milliards d'humains, je construis un système qui n'a rien d'humain. C'est de la parole non humaine. C'est autre chose. Et cette autre chose, il faut l'apprendre. Et les machines ne sont pas humaines, elles n'ont pas de corps, elles n'ont pas d'intention, de sensation, d'émotions propres, elles n'ont pas de conatus, comme en parle très bien Spinoza dans l'éthique, d'étincelles de vie, de besoin, de volonté de vivre. Et elle n'a pas le goût de la pomme, elle n'a pas tous les sens qu'a l'humain, donc on compare des choses très différentes. Donc arrêtons. Il est important de comprendre que l'IA faible peut déjà en fait faire beaucoup de choses. Elle peut se rapprocher des performances humaines, voire être super humaine, beaucoup plus forte, c'est-à-dire inhumaine. Parce qu'elle a un accès surhumain aux données, parce qu'elle fait des tâches avec une perception extrêmement petite ou extrêmement gigantesque que nous n'avons pas. Elle peut regarder la connexion entre 2 pixels et regarder en même temps des milliards de données. Et ça, nous ne l'avons pas. Donc, il faut en profiter. Et il y a énormément de tâches qui vont exiger justement une perception très fine. Mais c'est à nous de juger si c'est acceptable ou pas. Elle peut aussi gérer de l'ambiguïté. Elle apprend de nous. Mais ne nous faisons pas totalement blouser par ces systèmes. Il faut être en capacité de comprendre ce qu'elles ne savent pas faire fondamentalement. Donc, elles accumulent des quantités massives de données, par exemple, mais elles n'ont pas de sens commun. Mais elles ne savent pas s'adapter facilement à une nouvelle tâche. Alors certes, on avance en technologie,
Donc il faut faire attention à cet aspect transhumaniste où on nous dit les machines, à force d'apprendre, vont devenir intelligentes, plus intelligentes que nous. Non, elles vont avoir un savoir-faire différent du nôtre et c'est en cela qu'il faut arriver à le spécifier. Et les émotions sont propres à l'humain et vont rester pendant très longtemps propres à l'humain. Qu'est-ce qu'un chatbot? Je vais aller vite, c'est un système qui nous parle, donc avec reconnaissance de la parole, une construction sur la stratégie du dialogue et des réponses en langage naturel, voire avec des émotions qu'on génère. De plus en plus, il y a des milliards de données qu'on utilise qui permettent à la machine même de ne plus utiliser d'expertise ni phonétique, ni syntaxique, ni sémantique et d'aller directement prédire la phrase dans la conversation. Le dernier système proposé par Google en 2021, qui s'appelle Lambda, permet avec des transformers, donc avec ces systèmes d'apprentissage machine, de prendre des conversations directement et de prédire la phrase, la réponse à votre question à partir d'un énorme corpus. Alors certes, on ne prend pas une phrase qui existe, on est capable, avec ces systèmes, de générer des nouvelles phrases. Attention donc à cette perturbation. Ce n'est pas parce que ce système peut vous parler avec des nouvelles phrases qu'il est intelligent, qu'il y a une conscience, une abstraction derrière. C'est une pensée calculante, ce n'est donc pas une pensée humaine. Le terme robot, lui, il est venu avec la science-fiction, donc il est brouillé aussi. Arrêtons cette frontière, il faut arriver à la comprendre. Le mot robota, il est arrivé d'abord dans une pièce de théâtre. Un robot, c'est une machine qui perçoit, qui raisonne aussi, et qui va pouvoir faire des actions dans notre monde 3D. Alors on a des tas de films qui nous emmènent dans des dystopies. Attention, cela est extrêmement intéressant pour anticiper, mais c'est pas ça la robotique. D'ailleurs, la robotique est très compliquée. C'est plus facile de faire parler des systèmes sans leur mettre de corps que de mettre un corps, parce que dans notre environnement 3D, c'est compliqué de percevoir tout ce qu'il y a des choses cachées. Pour la machine, c'est extrêmement difficile. Malgré cela, on commence à les voir arriver pour l'apprentissage avec des enfants, pour le grand âge. Donc il faut comprendre et parler à tous pour que cette éthique devienne non pas une espèce de bashing où tout le monde en parle pour faire passer n'importe quoi, mais une réalité avec des audits sur ces systèmes et une vérification de ce qu'ils sont capables de faire. En laboratoire, donc on travaille sur ces objectifs en parallèle. En tout cas dans ma chaire. Il s'agit donc de 3 grandes technologies: détecter les émotions des humains, comprendre et raisonner avec ces informations et générer des émotions. Nous ne sommes pas rationnels sans être émotionnels. Relisez Antonio Damasio, qui est donc un neuroscientifique brillant américain qui a produit en 1994 ce livre qui s'appelait L'erreur de Descartes, que j'ai lu en même temps que je faisais ces recherches et qui était passionnant. Les émotions, c'est un mécanisme qu'on utilise pour tout, pour décider, pour percevoir, qui nous influence sans arrêt. Donc, les théories qu'on utilise pour l'instant, il y en a une foultitude qui viennent de plein de domaines différents, de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie. Quand on cherche à les modéliser sur une machine, qu'est-ce qu'on fait? On regarde cette foultitude de théories, personne n'est d'accord. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Tout le monde sait ce que c'est, personne ne sait dire ce que c'est. Donc, on part sur des émotions primaires, quelques émotions primaires. C'est très simple ce que l'on fait. Or, dans mes travaux de recherche, qu'est-ce que j'ai vu? En travaillant sur des émotions entre humains, je m'aperçois souvent que ce sont des émotions mélangées. J'appelle par exemple le SAMU pour dire mon fils a un problème en temps de Covid, là, tout le monde était anxieux. On entend l'anxiété dans ma voix. Et si la personne me dit on vient tout de suite vous aider, dans ma voix, il y aura à la fois l'anxiété et un certain soulagement. C'est cela la vie. Ce ne sont que des émotions pondérées, mélangées. Et ces machines ne savent faire en fait que des choses extrêmement simples, avec des représentations extrêmement simples. Malgré cela, elles vont chercher donc à comprendre nos émotions. Alors nos émotions, elles sont internes, personne ne les voit. On ne voit que les expressions. Dans la voix, dans le visage, dans les gestes, dans le fait d'aller vers vous, dans les actions, dans le langage de ce que vous dites. Si vous dites « je suis triste », on estime que vous devez être triste. Et nous, on va les capturer principalement sur ce que vous dites, mais aussi sur la façon dont vous vous comportez. Alors même en mettant des casques cérébraux pour reprendre des influx cérébraux, même en prenant la tension de la personne, la sudation, même avec des indices physiologiques, il n'y a pas de ground truth, il n'y a pas de vérité. Nous sommes tous différents. Les émotions, c'est idiosyncrasique. Ça dépend de l'individu, de son éducation, de sa forme, de sa santé, de plein de facteurs, de sa culture. Essayer de faire des systèmes génériques, c'est absurde. Il faut les faire dans un contexte. Ça peut être extrêmement intéressant pour soigner des personnes. Ça peut être extrêmement intéressant pour comprendre la dépression. Ça peut être extrêmement intéressant dans certains cas. Pas pour tout. Pas pour tout. Bonjour. Je suis sensible aux émotions que tu exprimes dans la voix. Grâce à elles, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras, et plus le profil se stabilisera.
D'accord, mais c'est une bonne nouvelle, ça, Nao. Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé, j'adopte donc un comportement amical. Tu as l'air peu sûr de toi, globalement très insatisfait, très réservé, et tu as l'air très posé, j'adopte donc un comportement directif. D'accord. En situation réelle, Nao ne décrira pas à haute voix son analyse. Il ne le fait bien sûr que pour l'exercice. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai profilé la personne, c'est ce qu'on faisait pendant tout un tas d'études, et je modifie les stratégies de la machine. Et en face, c'est très surprenant. Mais finalement, Facebook fait ça tout le temps. Sur les réseaux sociaux, il y a effectivement une façon de nous manipuler, puisqu'on va prendre nos habitudes, notre façon de taper au clavier, notre façon de regarder les images, pour nous envoyer de la publicité. Alors sachez qu'il y a un aspect extrêmement intéressant dans tout cela, dans l'analyse de la voix, par exemple, pour détecter les aspects dépressifs pour les personnes âgées. En Californie, on a vu une machine étrange qui s'appelait Ellie. Son but dans la vie, c'était de détecter chez les militaires des signes de syndrome post-traumatique. Il y a des fois, je sais qu'il y a eu des études aussi sur les viols des femmes, qui préféraient parler à une machine pour élaborer finalement la douleur plutôt que de parler à un humain. Donc ces objets, il faut considérer qu'ils peuvent être utiles, mais il faut savoir comment on va les utiliser. Parce que fondamentalement, l'humain, de façon naturelle, anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on va considérer ces objets qui nous ressemblent ou pas, parce qu'on a vu ça aussi avec des robots aspirateurs. Vous voyez, donc, le robot aspirateur que vous achetez chez Darty, vous le ramenez, il est cassé, vous dites, certaines personnes disent, je veux le même, il connaît ma maison. Puis il a un nom souvent. Donc voilà, on projette des choses sur ces objets, même s'ils ne nous ressemblent pas. Alors vous voyez, la figure en bas, là, la personne qui heurtait un Boston Dynamics, là, le robot Atlas, qui le faisait tomber. Les internautes ont tous dit quelle horreur, de l'empathie pour la machine. Donc il faut étudier ces comportements. Et d'autant plus qu'on va vers l'illusion du vivant. Ishiguro qui fait son clone, donc le professeur japonais, et puis Sophia, on voit que c'est un robot grâce à la calotte, mais elle prétend avoir finalement une personnalité, etc., des traits. Alors c'est très très chouette au niveau scientifique sur les traits du visage, mais sinon, il faut faire attention. Elle est citoyenne d'Arabie Saoudite, cette chose. Donc il faut faire attention à ce qu'on en fait, leur statut, comment on les aborde, est-ce que tout le monde a conscience de ce que c'est? Et puis derrière tout cela, il y a un vrai sujet aussi. 80% des codeurs, des concepteurs sont des hommes. 80% des objets qu'on fait, là, qui nous parlent, qui ont un corps, sont féminisés. Avec des prénoms féminins, avec des voix féminines, souvent jeunes, attractives, avec des corps féminins. On m'a demandé une fois, que pensez-vous de Robert, le robot sexuel? J'ai dit, écoutez, vous l'avez testé, vous? Qu'est-ce que c'est que ce genre de choses qui arrivent? C'est très rare. La plupart du temps, au Japon, ils avaient fait aussi des robots sexuels masculins, ça n'a pas marché. Donc, il y a derrière la représentation des femmes dans ces objets quelque chose qui me choque. Même si je pose la question à des industriels qui ont utilisé plutôt des agents conversationnels féminins que masculins, je leur dis pourquoi faites-vous ça? J'avais rencontré quelqu'un qui travaillait dans la banque et qui était suédois. Alors, il me dit, j'ai fait des tests auprès de mes clients. Mais tous préfèrent des voix de femmes. Je dis, ah bon, et les femmes préfèrent aussi des voix de femmes. Ah bon, alors avec cela, bien sûr, nous avons résolu le problème. Donc il faut forcément de la méta-compréhension des phénomènes. La représentation des femmes à travers la machine, c'est quelque part un peu aliénant parce que ce sont des machines bêtes, qui sont esclaves, qui sont dirigées. Donc il y a en cela besoin de comprendre un peu ce qu'on est en train de faire. Regardez cela, c'est au Japon. C'est une publicité, le jeune homme vit tout seul avec la fée clochette, comme je l'appelle. C'est-à-dire en fait un ersatz qui est dans un petit système, comme un Google Home si vous voulez, mais avec une petite poupée en hologramme représentant sans doute une vision de petite amie. Donc la chose, un peu sexy, s'occupe de l'habitat. Enfin, pas beaucoup, elle monte les luminettes, le chauffage, mais elle continue pendant la vie de la personne de lui envoyer des messages par texto, lui prenant son attention, voyez. Donc, ça a l'air d'être formidable. Donc, c'est une publicité, mais c'est déjà vendu cet objet. Et c'est intéressant de regarder, nous, en Occident, comment on voit cela. Rappelez-vous des Tamagotchi pour les enfants. Voilà, il va rentrer chez lui, le jeune homme, et il n'est pas tout seul. Cette idée de la solitude, vous avez raison, il faut construire de l'intelligence collective, il faut construire du lien entre nous, parce que c'est cela que les machines essayent d'éliminer finalement. Je caricature un peu. Le jeune homme arrive chez lui, on l'attend.
Donc c'est aussi très caricatural, mais bon. Getbox. Somebody's home for me. Quelqu'un à la maison pour moi. C'est stupéfiant, ça existe. Pensons à projeter, à anticiper, comme vous le disiez, sur les risques avec ces systèmes qui vont arriver de plus en plus autour de nous, capables d'empathie, capables de, finalement, d'être là parce qu'il y a un vide. Autre chose, les chercheurs à Los Angeles s'intéressent, comme moi dans mon labo, à détecter les émotions à partir d'informations multimodales, là. Moi, c'est plutôt sur l'audio et le langage. À partir d'informations multimodales, mais j'ai fait des tests sur aussi la physio et un peu la reconnaissance faciale, qui marchait très mal pour des personnes âgées, d'ailleurs. Donc, vous allez voir un petit film. C'est l'idée, en fait, d'aider un psychiatre. Donc, de faire des espèces de rendez-vous avec un agent conversationnel qui vous parle. C'est assez brillant. Alors, il faut vous poser la question en même temps suivante. Quand on a parlé de comportement tout à l'heure, on a parlé finalement de nudge, mais derrière tout cela, il y a les travaux avant tout de Daniel Kahneman, qui est un psychologue et économiste, enfin, qui en tout cas est prix Nobel d'économie en 2002, et qui parle de thinking fast and slow. Deux façons de penser. Une intuitive, directe, et les machines nous attirent dans ce sens-là, il faut être rapide, et puis c'est sur l'émotionnel qu'on va jouer, et une plus lente où on raisonne, hein, plutôt lié au libre arbitre. Attention à l'autre petit dessin que j'ai mis. Nous ne sommes pas conscients d'énormément de choses que nous percevons. La conscience que l'on a, c'est 5% sur 100%. Donc c'est extrêmement vrai que, regardez ce que fait cette machine. Elle interviewe la personne en traquant tous les indices. Les gestes, le regard, eye tracking, il y en a partout maintenant. Est-ce qu'on consent à cela? Est-ce qu'on comprend que ces machines vont venir dans notre intimité, finalement? Chercher des signes dont on n'est pas conscient. I'm doing well. That's good. Where are you from originally? I'm from Los Angeles. Oh, I'm from LA myself. Très facile. Vous pouvez trouver cette vidéo très facilement sur Internet. Elle est extrêmement utile pour comprendre le niveau d'interaction qu'on peut avoir avec ces systèmes et surtout le niveau de conscience que l'individu a dans l'interaction avec le système. Du coup, ça pose des réels problèmes éthiques. Qu'est-ce qu'on veut développer? Et l'eye tracking est partout maintenant. L'apprentissage adaptatif également. Le nudge, une incitation douce à faire, c'est le coup de pouce. Les nudges fonctionnent en faisant appel à nos biais cognitifs, à notre façon irrationnelle de prendre une décision. On vient de vous l'expliquer, parce que nos capacités cognitives sont limitées, parce que nous manquons de maîtrise de soi, parce que nous agissons de manière émotionnelle, parce que nous agissons par conformité, par paresse. On a fait des tests, nous, à l'école, avec des enfants devant des robots ou un humain qui avait le même discours dans un jeu où il y avait du nudge, de l'incitation à faire. La machine pouvait plus facilement inciter les enfants à changer d'avis. Donc, on va refaire ces tests. Là, on a vu une centaine d'enfants, on en verra 1000. C'est cette idée d'aller jusqu'au bout et comprendre, en fait, comment nous sommes prisonniers de certains biais et comment on doit réaliser, en fait, nos comportements, comprendre mieux nos comportements pour mieux anticiper comment nous allons être piégés ou non, et en décision, en libre arbitre, si on peut dire qu'on a un libre arbitre, en tout cas, maître de nos décisions. Parce que dans l'avenir, on pourra avoir des choses comme ça, dans des robots, dans des chatbots, qui incitent des gens à faire des choses particulières. Donc il y a énormément de défis de recherche concernant la conception des agents conversationnels, parce que pour l'instant, ils ne savent pas faire grand-chose. Apprendre et oublier de manière adaptative en faisant évoluer la base de connaissances, extrêmement compliqué. Détecter les émotions vraiment, parce que pour l'instant nous sommes sur une surface et les intentions de l'utilisateur et générer de l'empathie. On fait des choses, mais on est très loin d'une quelque chose de robuste. On n'a pas de modèle de la culture, par exemple. Saisir le sens commun, le caractère ironique, le deuxième degré, tout ça, c'est encore des sujets de recherche. Susciter la curiosité de l'agent, même s'il y a des recherches que je connais bien sur ces sujets, pour étendre sa capacité à aller chercher des informations nouvelles, à percevoir des choses différentes, à imiter mais regarder. Tout cela sont encore des sujets de recherche et il le faut absolument en même temps rendre plus transparente la conception, l'apprentissage des machines, auditer les systèmes, éviter les bad nudges, ces nudges qui seraient une incitation à faire qui irait trop loin, aiguiser le respect de la vie privée, faire émerger une intelligence collective humaine pour faire respecter ces règles éthiques. L'Europe
est extrêmement vigilant et essaie de proposer des nouvelles lois, proposera de nouvelles lois. Il faut le temps de cela. On aura encore 3 ou 4 ans pour discuter. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'il est important d'être dans la discussion. Donc je fais partie d'un groupe international sur le futur du travail, ce GPAI, Global Partnership on AI, qui a débuté grâce au président Macron et au Premier ministre Trudeau au Canada, donc qui a commencé à partir de Biarritz, le G7 à Biarritz. Donc on travaille collectivement avec une vingtaine de démocraties, qui inclut la Corée du Sud, Singapour, les Canadiens, les Américains, l'Europe évidemment, le CDE, etc. C'est très large. Il y a 4 grands groupes sur les données, la gouvernance, sur l'innovation et le dernier sur le futur du travail dans lequel je suis impliquée. C'est extrêmement intéressant parce qu'on voit les tensions politiques, économiques, culturelles et éthiques du numérique. Voilà pour l'exemple sur le GPAI, avec une japonaise et un allemand qui sont la tête de ce groupe. Je travaille aussi dans un comité national pilote d'éthique du numérique. On avait eu 3 dossiers confiés par le Premier ministre, la voiture autonome, l'aide à la décision médicale. J'étais impliquée dans le dernier en étant copilote de ce sujet sur les chatbots et l'éthique. Et donc pour nous, l'éthique, c'est un processus dynamique. Évidemment, la technologie s'améliore, donc l'éthique, c'est quelque chose qui doit être toujours à côté et qui suit dynamiquement, hein. Donc on a travaillé sur une consultation qui va d'ailleurs sortir en octobre, là, le 22 octobre, normalement, une consultation sur les chatbots, avec différents sujets qui nous ont semblé importants sur l'éthique. Je vais vous en donner un seulement. Donc il y a la manipulation, le nudge, qu'est-ce que c'est qu'un nudge, les chatbots sur les effets à long terme sur le langage, et la mémoire des morts. Et c'est celui-là que je voudrais voir avec vous. On a des données numériques maintenant, sur à peu près tout le monde. La mémoire de chacun. Qu'est-ce qu'on en fait lorsque la personne est décédée ? Microsoft vient de sortir un brevet sur « je peux créer un chatbot à partir des données de quelqu'un », faire une espèce de jumeau numérique qui parle. Bon, si je fais ça avec les données de mon père qui est décédé, que suis-je en train de faire ? Je peux parler avec lui en continu. Qu'est-ce que le rite du deuil dans tout cela ? Alors les Japonais l'ont bien compris. Ils ont effectivement déjà utilisé ce genre de technologie sur des robots où on projette le visage de la personne défunte et on lui donne la possibilité de parler. Mais on dit cela pour 49 jours. C'est un rite, c'est une nouvelle façon de faire un rite de deuil. Donc la société ne doit pas dire c'est bien ou c'est mal tout de suite. Ce qu'on doit faire avant tout, c'est comprendre les différences culturelles, comprendre ce que ça engendre, anticiper finalement ce qu'on va faire. Un autre exemple, un journaliste américain avait fait ça donc avec son père et un jeune homme canadien a fait ça avec sa petite amie. Il a utilisé pour ça GPT-3, un transformer qui utilise des données en grande quantité. Et qu'est-ce qui s'est passé ? D'ailleurs, ce n'était pas GPT-3, je ne sais plus si c'était GPT-3 ou OpenAI. L'industriel, OpenAI en tout cas, a enlevé le compte. Donc il ne voulait pas être responsable, quelque part, de l'utilisation de ces outils, qui sont des librairies ouvertes, en open pour la communauté de recherche. L'industriel n'a pas voulu être co-responsable de cette idée de faire donc parler quelqu'un qui serait décédé. Donc c'est important de comprendre. Pour l'instant, nous n'avons pas de régulation. Et c'est cela qu'il faut faire monter. Ni normes, ni régulation. Donc demain, il faut éduquer, expliciter ces règles éthiques en recherche, mais dans la société, et être capable d'apprendre en continu aussi, nous humains, comment on doit interagir avec ces machines. J'ai écrit dans la recherche ce numéro de ce trimestre, élaborer une éthique de la relation humaine. Et puis j'écris des romans autour de cela, comme l'éthique, les robots émotionnels et l'éthique dans tout ça. Parmi ces leviers, c'est aussi mettre en œuvre des outils pour vérifier et auditer. Et donc je suis impliquée dans un groupe à l'AFNOR sur ces sujets de l'éthique, de l'IA et principalement du nudge digital, non pas le nudge que vous avez utilisé qui était physique, mais le nudge digital. Et je vous remercie pour votre attention.